Bienvenue à tous sur i24 News. Quel plaisir de vous retrouver pour le journal du foot. Nous sommes à Tel Aviv où il fait plus que 30 degrés. Nous retrouvons en duplex depuis Paris notre expert i24 News, Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Je crois qu'il fait beaucoup moins chaud chez vous, hein? On commence à se décailler un petit peu, oui, c'est vrai. Allez, ensemble, nous allons évoquer comme chaque semaine l'actualité de la planète foot. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau également Lise Barenbaum. Bonjour. Lise, bonjour, merci d'être avec moi. Vous allez voir, il y a beaucoup de surprises et de scores incroyables. Alors restez avec nous, c'est parti. Et je vous propose d'ouvrir cette émission avec du football français. On va tout de suite jeter un œil aux résultats de ce week-end. Marseille s'est imposé 3-0 face à Rennes, Bordeaux 2-1 face à Évian. Victoire également de Monaco face à Guingamp, de Reims face à Lorient et de Saint-Etienne face à Lens. 1-0. À noter enfin les matchs nuls de Toulouse et de Caen, 3-3, de Lille et de Montpellier, 0-0. Et de Paris face à Lyon, 1-1. Alors Emmanuel Petit, on vient de le voir, match nul à domicile donc du Paris Saint-Germain face à Lyon. Depuis le retour de la trêve internationale, les Parisiens n'ont toujours pas gagné. 3 matchs nuls contre Rennes, Ajax et puis Lyon. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant ? Non seulement ils ne gagnent pas, mais ils n'arrivent pas à tenir les résultats parce que la plupart du temps, c'est eux qui mènent au score et ils se font revenir à chaque fois, toujours en deuxième période, que ce soit sur des coups de pied arrêtés ou des phases de jeu, donc inquiétant. Moi, ça me laisse penser qu'ils baissent d'un cran à chaque fois physiquement. Ça ne me fait que conforter ce que je pense sur la préparation tronquée de plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain du fait qu'ils aient été présents durant la Coupe du Monde. C'est un début de réponse, mais ce n'est pas complètement une réponse non plus, dans la mesure où je pense qu'il y a un problème aussi en termes relationnels entre certains joueurs et l'entraîneur. Je pense aussi qu'il doit y avoir à l'heure actuelle certains problèmes entre joueurs, puisqu'on voit des mines vraiment peu réjouissantes sur le terrain. Je prends un exemple tout bête, vous allez tout comprendre. Hier, lors du match qui a posé les Parisiens aux Lyonnais, Cavani a été remplacé au même titre que Lavezzi, alors qu'ils avaient fait tous deux un très bon match jusqu'à ce moment-là. Ils ont été remplacés alors qu'Ibrahimovic était inexistant sur le terrain. Donc on se demande si Laurent Blanc a le courage de temps en temps pour se passer de son talisman qui est Ibrahimovic, qui est l'homme à tout faire, l'homme providentiel, mais lorsqu'il est dans le mauvais jour, il n'ose pas le sortir du terrain alors que d'autres répondent présents. En tous les cas, on a vu dans la presse que le président du Paris Saint-Germain n'arrêtait pas de dire que Laurent Blanc ne risquait rien. Est-ce que vous pensez que peut-être il est sur un siège éjectable ? Mais ça, ce sont les messages subliminaux des présidents. C'est monnaie courante dans le monde du football. Il faut faire très attention lorsqu'un président vous accorde votre confiance publiquement. Donc, en l'occurrence, là, en ce qui concerne Laurent Blanc, on s'aperçoit que lorsqu'il a été à Bordeaux ou lorsqu'il a été manager de l'équipe de France, ses premières saisons ont toujours été satisfaisantes. C'est toujours les deuxièmes où il fallait confirmer et là où le bas blesse justement. Donc on s'aperçoit aussi que dans sa communication et dans sa gestion, il y a beaucoup de carences qu'il lui faut corriger. On s'aperçoit aussi que c'est quelqu'un qui a du mal à prendre du recul envers ses propres erreurs, donc qui se retranche souvent vers des excuses. Donc je dirais que les 3 matchs à venir en championnat, 2 déplacements, de mémoire je crois que c'est Caen et c'est Toulouse. Je crois aussi qu'en Champions League, c'est la réception de Barcelone. Donc ces 3 résultats seront à mon avis primordiaux quant à l'avenir de Laurent Blanc avec le Paris Saint-Germain. Alors par contre Manu, pour Marseille, tout va bien. Les Olympiens qui remportent leur 4e victoire de suite, 3-0 contre Rennes. Lise Barenbaum, alors dites-nous, est-ce que finalement les prouesses de Marseille va nous préserver d'un bon avenir pour les Olympiens ? En tout cas, la presse sportive est unanime sur Marseille. L'équipe a même donné sa une à l'Olympique de Marseille qui file à toute allure vers la tête de la Ligue 1 grâce à sa victoire fantastique face à Rennes, 3-0. C'est le 4e succès d'affilée pour les Phocéens, ce qui leur donne le siège de leader. Donc les Marseillais s'imposent comme un adversaire crédible maintenant face au champion en titre, le Paris Saint-Germain qui a été accroché et qui a concédé le match nul face à Lyon hier à domicile. Le PSG, lui, obnubilé par la Ligue des Champions, ce qui pourrait peut-être laisser une petite fenêtre à Marseille pour se démarquer en championnat en France. Et puis avec l'affaiblissement de Monaco, Marseille a vraiment un coup à jouer cette année. SoFoot, il va même aussi de son petit commentaire. Selon le magazine, Gignac, auteur d'un doublé, a été le héros de cette soirée. Bref, c'est l'OM. C'est un OM qui, je cite, a de la gueule et de la personnalité. En somme, un nouvel Olympique de Marseille. La faute à qui ? Peut-être à leur coach, celui qu'on surnomme El Loco, puisqu'une nouvelle ère s'est ouverte à l'Olympique
l'Olympique de Marseille avec l'arrivée de l'entraîneur Marcelo Bielsa, qui n'a pourtant pas vraiment changé les choses puisqu'il a repris le même schéma tactique qu'Elie Boep. En tout cas, maintenant, les Marseillais formés à la dure, à la méthode Bielsa, ont du caractère. Lui, l'Argentin sur le terrain, ne montre pas ses émotions, même quand les tribunes du Vélodrome scandent son nom. C'est sa technique, la placidité, comme nous en parle l'équipe.fr, qui décrit Bielsa comme un génie de la communication. Et pourtant, Bielsa semble se ficher de toutes les règles médiatiques les plus élémentaires. On le voit sur les bords du terrain, assis sur une glacière à regarder ses joueurs. Il ne sourit jamais, il regarde toujours vers le sol. L'article évoque même Dr Marcelo et Mister Bielsa, puisqu'il aurait une double personnalité en face de ses joueurs. Il est assez vivant, alors que devant les journalistes, il reste impassible. En tout cas, cette schizophrénie ne l'empêche pas de gagner. Alors Manu, est-ce qu'on peut passer d'une équipe faible l'année dernière à un cheval de course grâce à un seul homme? C'est possible? Oui, c'est possible. Parce que lorsque vous regardez l'effectif de l'Olympique Marseille, il n'a pas énormément évolué par rapport à la saison dernière. Donc rappelez-vous, depuis quand Didier Deschamps est arrivé, il a amené une rigueur, un professionnalisme qui manquait aux Marseillais. Ils ont gagné 6 titres avec lui. Moi, je pense que Marseille est un club qui a besoin d'avoir un entraîneur qui soit très fort mentalement et dans sa personnalité également, et qui impose justement aux supporters, à la presse régionale, une certaine barrière entre lui et ses joueurs. Il a un côté paternaliste au sein du vestiaire. Vous venez justement de citer un cas. Je crois aussi que c'est quelqu'un qui demande énormément, qui est très exigeant envers ses joueurs, mais en même temps qui sait être extrêmement humain et renvoyer l'ascenseur. Donc, c'est pas un génie de la communication, mais il n'est pas venu faire la communication, il est venu pour que l'Olympique de Marseille gagne. Et avec les moyens du bord, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il a eu quand même un petit frittage direct frontal avec son président, M. Labrune, pour des promesses non tenues, on s'aperçoit que malgré tout, il est toujours en poste. C'est vrai qu'il ne va pas sourire, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de faire gagner l'Olympique de Marseille et de mettre dans les meilleures dispositions son effectif. C'est ce qu'il fait. Donc il travaille énormément, mais au final, il y a des résultats. Donc oui, je me réjouis de voir l'Olympique de Marseille en train de renaître de ses cendres également et se positionner en candidat sérieux pour le podium de la Ligue 1, parce que le championnat de France a besoin d'avoir de grands rivaux face au Paris Saint-Germain. Et oui, on est content de revoir le Vélodrome qu'on a connu. Et puis, on va revenir sur Monaco, malgré une bonne semaine avec une victoire contre les Leverkusen en Ligue des Champions. Et puis, un succès ce week-end face à Guingamp. L'ASM a baissé de niveau l'année dernière. L'AS Monaco était parti pour régner sur la Ligue 1, qui était donc qualifiée cette année pour la Ligue des Champions. Les Monégasques semblent néanmoins avoir revu ses ambitions à la baisse. Le club du Rocher s'est séparé de plusieurs de ses stars pour équilibrer ses comptes. Alors peut-il encore rivaliser avec les plus grandes écuries européennes pour faire le poids, pour faire face simplement au Paris Saint-Germain? Ce grand projet pharaonique est-il encore possible? On regarde tout de suite le sujet, puis on en parle après. Rien ne va plus sur le Rocher. Début septembre, des supporters ont officiellement demandé le remboursement de leur abonnement, accusant la direction d'avoir gobé les promesses de leur club. Des fans exaspérés par le mercato d'été qui a vu partir les stars de l'équipe, Radamel Falcao prêté à Manchester United et James Rodriguez vendu au Real Madrid contre 90 millions d'euros. Pourtant, depuis août 2013, le club monégasque avait fait son retour parmi l'élite française. Il a même validé son billet pour la Ligue des Champions en finissant 2e de Ligue 1 après le PSG. Mais cette année, avec un déficit de 100 millions d'euros, le président et propriétaire du club, Dmitri Ribolovlev, a décidé de changer de cap. Il recrute de jeunes joueurs moins onéreux, comme le gardien nancéen Paul Nardi, pour éponger ses dettes. Le coupable officiel, c'est le fair play financier imposé par l'UEFA, une norme qui aurait obligé la direction monégasque à trouver des solutions moins coûteuses pour se développer. Pour les piliers du club, c'est le collectif qui sera synonyme de retour en grâce. C'est que collectivement qu'on s'en sortira. Je suis persuadé, comme le vice-président, comme le coach le dit, qu'on a de la qualité. Après, cette qualité-là, il faut la mettre au service du collectif. L'entraîneur Leonardo Jardim, qui a remplacé l'Italien Claudio Ranieri, ne parvient pas à faire remonter Monaco dans les premières places du championnat français. Le Portugais est conscient des changements stratégiques qui lui sont imposés. Il est très important de souligner que le projet a changé. Les joueurs et les techniciens travaillent de la même façon, avec la même attitude et la même foi. Il est possible de gagner la Ligue des Champions parce que nous sommes très motivés.
De plus, à domicile, nous pouvons gagner contre nos 3 adversaires. Le salut pourrait venir de la compétition reine. Après 10 ans d'absence, l'AS Monaco retrouve la C1 dans un groupe équilibré et avec un premier match gagné contre le Bayer Leverkusen, l'espoir est permis. Mais le revirement est tout de même spectaculaire. Les bienfaiteurs de Monaco ont pris le large. Le Magna russe pourrait même prendre des distances avec son équipe. Qui pourra sauver le bateau ivre qui est devenu Monaco cette année ? Alors Manu, on vient de le voir, l'ASM qui s'est bien repris cette semaine, mais est-ce que vous pensez que les joueurs du Rocher vont pouvoir tenir sur la longueur ? Bon reportage en demeurant, très, très explicite. Je trouve que l'AS Monaco est obligé de revoir ses plans, donc elle s'est fait beaucoup de bien cette semaine en gagnant à la fois en Champions League mais aussi en championnat, donc sur des petits scores étriqués 1-0 à chaque fois. Et n'empêche, ce sont des victoires qui arrivent d'un perfect timing, donc au bon moment. Donc, moi je dirais que l'AS Monaco, malgré tout, malgré le départ de James Rodriguez et également de Falcao, voire de Rivière, qui faisait partie aussi des meilleurs buteurs du club, ces 3 joueurs importants, je dirais que l'AS Monaco a toujours un effectif de qualité et qui est capable justement de rivaliser pour une place sur le podium en Ligue 1. En Champions League, en revanche, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Avec les semaines s'accumulant, je pense que l'effectif est quand même relativement réduit. Je pense que ça sera quand même très compliqué. Globalement, après votre reportage, qu'est-ce qu'il faut vraiment en tirer? C'est que l'AS Monaco a dû revoir ses plans à cause du fair play financier. Et donc, ils sont obligés de décupler les revenus au niveau des clubs. Donc, ça passe nécessairement par des résultats probants sportifs, mais aussi par une bonne gestion économique et une viabilité du plan sportif à travers le club. Donc, à eux de se pencher sérieusement sur ces problématiques-là. Mais globalement, c'est que moi, j'ai peur, vous l'avez dit, vous en avez fait référence, j'ai peur que Rybolovlev, le président de l'AS Monaco, commence à se lasser vraiment et qu'il laisse le club dans l'état où il l'a récupéré à ce moment-là. Donc ça risquerait d'être vraiment très préjudiciable pour le club. Alors on va regarder tout de suite le classement. C'est l'Olympique de Marseille qui prend donc la tête avec 13 points, égalité avec Saint-Etienne et Bordeaux. Le PSG est 5e avec 10 points alors que dans le milieu du tableau, les équipes entre la 10e et la 17e place ne possèdent toutes que 7 points. Allez, on passe tout de suite au football allemand. En Allemagne, on regarde tout de suite les résultats de cette 4e journée. Victoire de Paderborn face à Hanovre, Hoffenheim face à Stuttgart et de Mayence face au Borussia Dortmund, 2-0. Grosse défaite en revanche pour le Bayer Leverkusen face à Wolfsburg 4-1 et pour le Werder de Brême face à Augsbourg 4-2. Et on notera également le match nul entre Hambourg et le Bayern de Munich et entre Schalke 04 et l'Eintracht Francfort. Alors Manu, le Bayern de Munich, il ne marque pas de but. C'est un fait suffisamment rare pour en parler. Il faut dire que les Bavarois ont joué avec très peu de titulaires quelques jours après leur victoire sur le fil face à Manchester City. Vous venez de dire l'argument qui est fatal. Je l'avais souligné la semaine dernière. J'avais dit que le Bayern de Munich est composé essentiellement de l'ossature de la Nationalmannschaft qui a gagné la Coupe du Monde au Brésil. Donc quand vous êtes joueur du Bayern, vous savez que vous avez à peu près 60 matchs dans l'année. Donc ça risque d'être très compliqué pour eux parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Ils sont privés de pas mal de titulaires en puissance, notamment leurs joueurs qui sont sur les côtés, Ribéry et Robben. Donc sans ces joueurs, ces faux follets-là, le jeu du Bayern s'en trouve considérablement réduit, sans parler justement des pièces maîtresses qui est également dans le jeu. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, le Bayern est en convalescence. Donc laissez-lui le temps de reprendre sa vitesse de croisière et vous allez entendre parler très rapidement du Bayern de Munich. Alors Dortmund qui pouvait profiter justement de la mauvaise performance de son concurrent, les jaunes et noirs se sont tirés finalement une balle dans le pied en perdant 2-0 contre Mayence. Dommage alors qu'ils étaient quand même dans une bonne période après leur victoire 2-0 contre Arsenal en Ligue des Champions, Manu. Ouais, tout comme Bayer Leverkusen aussi, qui ne s'est pas remis de sa défaite à Monaco, qui a perdu 4-1. Ils se sont écroulés en fin de match également. Donc on s'aperçoit aussi que les équipes qui sont engagées en Champions League, c'est la dure réalité à chaque fois. Donc si vous n'avez pas un effectif pléthorique qui vous permet à l'entraîneur d'avoir des options, de solutions de rechange en permanence pour jouer tous les 3 jours, vous tirez sur la corde et puis au final vous perdez des points en championnat et vous vous faites gifler là où vous ne devriez pas vous faire gifler. Donc quelque part ça ne m'étonne pas ces contre-performances après les matchs de Champions League. Allez, on va regarder tout de suite le classement. Et c'est très surprenant, Paderborn est en tête de la Bundesliga avec 8 points, égalité avec Mayence, Hoffenheim et le Bayern de Munich. Avec cette nouvelle défaite, le Borussia Dortmund se classe 10e
deuxième à 4 petits points devant le premier relégable Schalke 04. Enfin, la lanterne rouge reste Stuttgart avec un point seulement après ses 4 premières journées. Et je vous propose tout de suite de parler de l'Euro 2020. Pour rappel, la compétition ne se jouera pas dans un seul pays, mais à travers toute l'Europe. Un choix original qui a été beaucoup décrié. Michel Platini est néanmoins allé au bout de son idée. Il a donc réussi son pari. Emmanuel, que pensez-vous de ce nouveau système ? En termes d'organisation, ça risque d'être très compliqué. C'est surtout pour les supporters, je pense, en premier lieu, parce que ce sont quand même eux qui sont l'épicentre même de l'économie du foot business. Donc, moi, je pense que l'idée est intéressante, qu'il faut peut-être la développer. C'est la première fois. Donc, on avait assisté, moi, à mon époque, quand on avait gagné l'Euro 2000 avec l'équipe de France, c'était en binôme également entre les Pays-Bas et la Belgique. Mais là, c'est élargi, justement. Donc, c'est une façon aussi de répercuter les frais inhérents à un tel championnat. Donc, c'est sûr que sur les dernières compétitions, on s'est aperçu que les équipes qui réceptionnaient à chaque fois des grandes compétitions, l'ardoise était très lourd à payer derrière. Donc, c'est une façon de diluer un petit peu les dépenses. Mais en même temps, il va falloir se réadapter pour les supporters surtout, parce que le portefeuille ne peut pas suivre justement les milliers de kilomètres où il faudra suivre à chaque fois les équipes nationales. Donc, je pense que ça a planché. C'est une bonne initiative. Il faut creuser. Merci beaucoup Emmanuel Petit. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps passe vraiment vite en votre compagnie. Manu Petit, merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de foot. Merci de nous faire part de votre expertise toutes les semaines. Amoureux du football, si vous voulez nous voir, notre site internet est disponible pour vous. À la semaine prochaine.